contrôle, le podcast 100% FC Nantes. Loco Pedros, Loco, c'est fabuleux! Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Autour de la table, Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Pierre-Yves Leroux, RMC. Christophe Pénoignon, Ouest France. Un podcast présenté par Simon Rengoat, It West. Salut les amis, salut Jean-Marcel Boudard. Salut Simon. Il est rayonnant. Bah oui, parce on démarre, il n'y a pas la brioche déjà. Alors, figure-toi que justement... Tu parles de celle de David Filippo. Ouais, exactement. On m'a parlé de toi toute la semaine. Jean-Marcel, il est envoûté par Luis Castro. Est-ce qu'il a une maison au Portugal? Il a fait que des éloges mardi dernier. Voilà ce que disent les auditeurs que j'ai croisés. Bah, ils n'ont pas entendu encore le podcast qui va venir. Oui, où tu vas nous dire combien tu as adoré le 2 partout des Nantais à Toulouse, j'imagine. Salut Christophe Pénoignon. Salut Simon. Bon, pour toi, on le sait, Luis Castro rime avec plaisir, voire tout plus si affinité. Je vais essayer de faire en sorte que ma langue ne fourche pas cette fois. Ah si, on attend un lapsus par podcast, s'il te plaît, Christophe. Salut Pierre-Yves Leroux. Hello Simon, bonjour à tous. Tu sais pas de quoi je parle là? Non, je ne l'ai pas. Eh bien, il nous a dit, je vais le mettre tout de suite, tu vois, ça va nous mettre dans l'ambiance. Oui. Il est là, c'est tu l'as déjà On a fait venir Luis Castro pour faire jouir, pour faire... C'est devenu un jingle. Ça met dans l'ambiance pile. Ouais. Oui, l'orgasme des supporters, je pense qu'on va attendre un peu encore, non? C'est lent, c'est un orgasme lent, c'est un diesel. Ouais. Ça peut être du plaisir. Mais encore dans aussi, les préliminaires. C'est différent, c'est ça. Ravi en tout cas que tu nous rejoignes aujourd'hui, Pierre-Yves. On a parlé romantisme récemment tous les deux à la Beaujoire. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, tout à fait. Voilà. Nostalgie. De ce FC Nantes un peu idéalisé du passé. Est-ce que le retour en force de la jeunesse nantaise ravive ta flamme un petit peu quand même? Bon oui, toujours. Il y a toujours un espoir. Et puis c'est quand même un peu plus massif que ces dernières années. Donc il y a quand même des choses intéressantes. Il y en avait à Toulouse. Hein. Ils étaient 4 ou 5. Oui, tout à fait. Bon, de toute façon, la solution viendra par la jeunesse pour notre société, pour la France, pour le c'est surtout cohérent et plus lié au fait du hasard. Tu commences le débat du coup. Je ne sais pas que ça devient un débat. Mais bien sûr. C'est cohérent on va parler de cette par jeunesse. rapport aux finances aussi. C'est souvent un concours de circonstances. Bien sûr. Oui, mais ça l'était aussi dans les années 90. Exactement. Oui. Allez, salut à toi le fan des Canaries qui nous écoute. Non mais vous n'avez pas le... Je l'ai sur le bout de la langue. Vous n'avez pas l'auteur là? Aretha Franklin. Oui, bien sûr. Respect, c'est le soupçon de Luis Castro. Il y aurait un manque de respect des arbitres à l'encontre des Nantais. On va en parler tout à l'heure dans ce 5e épisode, saison 7 de Sans Contrôle. Première partie sur le match à Toulouse. Que faut-il en dire? C'est une victoire qui s'échappe pour vous? C'est un bon nul décroché ou un point finalement heureux? On a un sondage sur le sujet avec côté nantais à la fois des trous d'air mais aussi du caractère et du réalisme offensif. Amadi Camara, Demen Tabibou seront les 2 premiers joueurs au crible dans notre seconde partie, titulaires pour la première fois. Vous ont-ils convaincu? Même question pour Mathis Sabline, première fois positionné en 9. Et puis Louis Leroux, latéral gauche. Enfin, la blessure de Le Penant et ses conséquences, ça a bougé sur ces dernières heures. Enfin, c'est un nouveau derby breton qui nous attend samedi. Les Canaries se déplacent à Brest, une équipe que tu suis de très près, Pierre-Yves. Bien sûr. L'une des bêtes noires du FC Nantes aussi ces dernières années. Des Nantais qui retrouveront sur leur chemin une ancienne connaissance de Jean-Marcel et du FC Nantes, Junior Diaz, qui est titulaire à Brest, figurez-vous, l'ancien pensionnaire de la Jaunelière. Nantes l'a laissé filer et il cartonne avec le SB29. Allez messieurs, on y va et ne comptez pas sur moi pour faire le parallèle entre un ancien président de la République qui va faire un tour en prison et notre bon président Kita, libre comme l'air, ça n'a rien à voir. Eh oh, faites pas la gueule, vous êtes contents quand même, non? Hey, oh, let's go. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Effectivement, pas sûr qu'on ait tous vu le même match des Canaries à Toulouse. Ça fait mal aux oreilles. Britney Spears. Il y a un jouable Christophe aujourd'hui.
Tu m'as déçu sur Aretha Franklin. Ah oui, je me suis déçu aussi. Ah ouais. Par contre, sur Britney Spears, tu m'attendais pas. Alors chanceux, c'est Lucky, la chanson de Britney Spears, ou malchanceux le FC Nantes finalement dans la Ville Rose. Une fois n'est pas coutume, on va commencer avec le sondage. Après ce résultat, ce 2-2 à Toulouse, qu'ont dit nos supporters. C'est une victoire qui s'échappe pour 35% des auditeurs. Un bon point, logique, pour 35% également, et 30% disent que c'est un nul heureux pour des Nantais qui auraient pu perdre à Toulouse. C'est très partagé. Christophe, tu y étais au stadium, tu as senti ça comment ? Moi, je serais plutôt sur le clan du match nul heureux, parce que j'ai trouvé que les Nantais ont quand même beaucoup subi. 20 tirs concédés contre une équipe comme Toulouse, je trouve que c'est trop. Donc effectivement, il y a eu des temps forts et des temps faibles, et je trouve que dans les temps faibles, ils ont beaucoup trop subi. Et si c'est pas Anthony Lopez dans les cages, je pense que ça se termine pas sur un nul. Donc après, sur l'ensemble, la globalité du match, je trouve que le match nul mérité, c'est vrai que c'est pas immérité non plus, mais voilà, je suis également ça partagé. Ça aurait pu mal tourner. Mais voilà, mais en tout cas, je suis pas du tout sur la partie que le FC Nantes aurait dû gagner ce match. Pile. Si, en fait, moi, je pense que les trois sont compatibles. C'est-à-dire que quand tu mènes 2 fois dans un match, en général, tu peux réussir à tenir quand même le score et puis à t'imposer. Après, quand tu regardes les stats, effectivement, tu te dis, c'est peut-être un nul mérité ou voire heureux, parce que c'est vrai que moi, je vois que Lopez, il a eu 5 arrêts à faire et qu'en fait, il n'y en a pas eu un seul, par exemple. Mais je vais mettre un bémol sur Lopez quand même, avant de donner la parole à Jean-Marcel. Lopez, il n'a pas de parade extraordinaire à faire non plus. C'est-à-dire que les tirs toulousains, ils ont été contrés, ils sont partis dans les nuages, ils sont partis à côté. C'était pas non plus le feu sur le banc nantais. Les stats ne disent pas ce qu'on a vu sur la pelouse. J'ai pas vu une ultra-domination toulousaine quand même, Pile. Non, mais après, même quand un gardien n'a pas à faire des arrêts extraordinaires, sa présence, c'est important. Et je trouve que Anthony Lopez, depuis le début de la saison, il est très marquant, il est là, il est très important, oui, bien sûr, pour aller gratter les quelques petits points que le FC Nantes arrive à avoir. Jean-Marcel. Ouais, moi je pense que c'est une victoire qui s'échappe aussi, je suis d'accord avec Pile, puisqu'ils ont mené par 2 fois. Ils ont surtout le deuxième but. Lorsqu'ils reprennent l'avantage, ils sont plutôt en maîtrise en tous les cas. Ils contrôlent davantage le match. Et puis ils ont la dernière balle même par Herbar Guirassy en fin de match. Je trouve qu'ils ont plutôt bien fini. Donc c'est un match qui laisse un peu de regret. Cette dernière occasion de Guirassy, elle est quand même énorme, parce que Amiens parvient à centrer alors qu'il a 2 joueurs face à lui. Il est tout seul, c'est une demi-volée plat du pied qui part, ça coûte cher quand même. C'est un finisseur, ça doit être un attaquant qui marque, Christophe. Ouais, tout à fait. Après, il n'avait pas joué pour cause de blessure pendant 2 matchs, donc ça a peut-être joué au moment de conclure, je sais pas. Mais il n'est pas assez tueur quand même sur ce coup-là. Non, c'est vrai, tout à fait. Il doit faire mieux, il peut faire mieux. Mais pour revenir sur les arrêts de Lopez, je trouve qu'en fait c'est le laps de temps. Parce que Lopez il se déchire aussi sur une ou 2 sorties aériennes. Mais le moment où justement il reste au sol, je pense qu'il la joue au métier, parce que c'est justement c'est un gros temps fort toulousain, où il y a énormément d'occasions en très peu de temps. Il avait fait à Nice déjà ça. Voilà, et il le joue à l'expérience, et c'était très bien joué de sa part, je pense. Rien de mieux pour lancer notre débat que de lire les propositions de nos auditeurs. Il y a Miloulou qui nous dit: cette équipe, c'est un peu comme les plats de ma femme, j'arrive pas à savoir si c'est bon ou pas. Très très bien, très bien. Canary 85 à 3 mètres du but. Il peut se mettre à cuisiner aussi, je veux dire, à un moment. À 3 mètres du but en fin de match, c'est clairement une victoire qui s'échappe. Ça, c'est pour ceux qui regrettent les 3 points. On arrive à mener 2 fois, on prend 2 buts largement évitables, on a la balle de match, nous dit coach. Ceux qui voient un nul logique nous disent un peu de tout, un nul heureux au vu des occasions toulousaines. On a quand même pris des vagues, mais ça reste solidaire derrière, donc nul logique. Il y a du bien et du moins bien, nous dit Mémino. Luis Castro avance, corrige et met en place son football petit à petit, soyons patients. Et puis un point heureux pour Nalo Geno qui nous dit qu'au niveau du jeu c'est très pauvre. À partir de la 15e minute, si Lopez fait pas le job, une fois de plus le match est plié. Mais Castro fait du Comboiré et il est content en regardant les stats. Et c'est vrai que les stats, il s'en sert comme le faisait Comboiré. Mais moi, à suivre le match, j'ai pas le même constat. Un mot sur les stats, c'est vrai que c'est un coach à stats. À chaque fois, il nous oppose les stats. Il sort les stats ce qu'il veut. S'il parle des tirs subis et tout ça, non, là-dessus je suis pas d'accord. Il sort les stats
qu'il souhaite à chaque fois. Moi, oui, mais enfin, C'est pas ce que faisaient d'autres ouais, coachs. Après, c'est pas, enfin, la comparaison avec Antoine Camboire, il est peut-être un peu. Ah non, mais je parle pas de Comboiré, je parle du non, mais fait là, que pour le lui. coup, Non, mais les stats, va chercher les stats. Moi, je me suis plongé dedans. Regarde les duels, par exemple. C'est pas terrible pour certains joueurs. Hein. Les stats, elles sont catastrophiques pour certains joueurs. Hein. Ouais, mais c'est juste sur ce match-là, parce que jusqu'à ce match-là, Nantes est l'équipe qui a remporté, qui était en tête des duels gagnés sur tous ces matchs. Et c'était en tête du classement. Ce qui change aussi. Bon. Là, c'est moins bon, notamment en deuxième période, puisque la première, elle est plutôt encore à leur avantage. Ce qui change aussi dans les fameux stats, c'est que la possession est nantaise à 54% oui. quand même sur cette rencontre-là. C'est une nouveauté. On s'est habitué à des 20, 25, 30% pendant toute la saison dernière. Donc c'est en train de se renverser un peu. Oui, et d'ailleurs même par rapport au début de saison de Luis Castro. Alors peut-être que l'adversaire le permettait aussi ou favorisait ça, mais il y a eu en tous les cas un meilleur contrôle du match. Oui, mais le plan de jeu de Luis Castro, de toute façon, c'est ça. Hein. Si t'es pas un minimum à 60, c'est qu'il y a un problème. On retient quoi, Christophe ? Les temps forts où le FC Nantes s'est montré réaliste, on s'est dit tiens c'est une équipe qui claque et qui fait mal quand elle est devant, ou les trous d'air qui ont quand même été nombreux face à Toulouse? Les deux, il faut juste une meilleure gestion. Mathis Sabline l'a dit d'ailleurs, on va peut-être l'entendre tout à l'heure. Écoutons Mathis Sabline sur ses temps forts et ses temps faibles, c'est parti. On a eu des temps forts, on a eu des temps faibles, mais c'est le football aussi, il faut savoir gérer ses temps forts, gérer ses temps faibles. Voilà, je pense qu'on a mal su gérer nos temps faibles et je pense que sur nos temps forts, on aurait encore pu poser beaucoup plus de problèmes. Mais voilà, quand même tirer du positif parce qu'on a posé des problèmes. Mais voilà, on a aussi pris des buts évitables, donc voilà, on va travailler là-dessus. Toutes les équipes ont des temps forts et des temps faibles, et pour aller plus dans le détail, on a l'impression que Nantes c'est un peu plus accentué dans un sens ou dans l'autre sur un match comme ça. Pour l'instant, oui. Après, c'est peut-être symptomatique d'une équipe très jeune, finalement, qui se découvre, et il y a moins de constance sur toute la durée d'un match. Luis Castro l'a dit en conférence de presse, il attend plus de consistance de son équipe, et c'est vrai qu'il y a des gros trous d'air. Il y a des gros trous d'air où ils encaissent pas mal d'occasions en très peu de temps. Ça recule. Ça recule. Après, ils réussissent à retrouver un peu de contrôle. Mais moi, j'ai eu l'impression du stade, en tout cas, que ils ont marqué finalement presque contre le cours du jeu. Enfin, peut-être que. Oui, c'est le sentiment qu'on peut avoir. C'est l'ultra-réalisme. Non, généralise pas. Pardon ? Je ne généralise pas. C'est le sentiment qu'on peut avoir. C'est le sentiment que tu peux avoir. Alors vas-y, partage-nous ton sentiment, Jean-Marcel. On est très impatient avec cette agressivité. J'espère que tu vas être bon derrière, parce que sinon je vais pas te louper. Vas-y. Bah oui, parce que si tu regardes un peu le début de saison du FC Nantes, tu t'aperçois que sur les 2-3 premiers matchs, c'est une équipe qui concède très peu de tirs, très peu d'occasions, mais qui a d'énormes difficultés à se montrer dangereuse. Et puis il y a la bascule de Nice où là, par contre, c'est le néant total, c'est le néant derrière et c'est le néant offensif. Et contre Rennes, donc on parlait de déclic puisqu'on en est là en fait. Si on reprend le récit de ce début de saison. Très bien. Alors écoute, Junior Mwanga. Il faut que ce soit un moment fondateur parce que je pense qu'on a montré quelque chose de beau. Je pense que tout le stade l'a ressenti. C'était notre débat la semaine dernière. Ce moment fondateur, il y est ou pas ? En tous les cas, je trouve qu'ils sont dans la continuité de ce moment-là. Et alors, il reste effectivement des grosses difficultés derrière, ce qu'on a vu à Nice, mais même moins contre Rennes d'ailleurs, parce qu'ils n'avaient concédé pas tant d'occasions que ça contre Rennes, mais même s'ils n'avaient pas le contrôle du match. Par contre, devant, je trouve qu'ils sont en train de trouver quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'ici depuis le début de saison et qu'on avait juste depuis la deuxième mi-temps de Rennes. Et je trouve ça plutôt intéressant. Il y a combien de tirs cadrés ? Attends, de quoi tu parles ? Oui, combien d'occasions pour Rennes, pour Nantes, combien de... Je les trouve beaucoup plus tranchants, moi, notamment dans l'approche du but. Enfin, ils sont réalistes, c'est pas l'ultra-réalisme. Pas que l'ultra-réalisme. Bah oui, mais rappelez-vous les matchs, on était dans l'incapacité au départ, puisque tu regardes le match d'Auxerre, t'as pas grand-chose à part le but de Moustapha Mohamed. Tu regardes le match à Strasbourg. On avait dénoncé cette pauvreté, d'accord, mais après c'est bien d'être réaliste, parce que si t'as deux occasions que tu les mets pas au fond, on va aussi. Mais je trouve qu'ils ont davantage de situations quand même. J'en vois pas beaucoup. Christophe, sur place, t'en as vu beaucoup des situations ? Pas énormément, non. Pas énormément. Je rappelle que Jean-Marcel est le chef de Christophe. Mais tu peux y aller librement ici, il n'y a pas de chef, il n'y a rien du tout. Non, mais c'est marrant parce que c'est toujours. Il démarre bien. Le premier quart d'heure est bon. Comme contre Auxerre, comme contre Rennes. Et puis ensuite, il y a un gros trou d'air de 15-20 minutes en milieu de première période. Donc ça revient. Après, il y a du mieux en fin de match, notamment. Là, c'était encore le cas contre Toulouse où ils peuvent gagner. Donc c'est étonnant. Ils peuvent perdre aussi, il y a des grosses occasions. Exactement, mais le schéma se répète un petit peu. J'ai une question tactique, alors qu'on a eu ensemble, et vous allez me dire si vous avez évolué là-dessus, mais on n'a pas entendu pile sur cette question-là. Le fameux positionnement de Junior Mwanga qui vient s'insérer à 5 derrière. Là.
pour moi, ça a des conséquences, ça a des vertus, cette solidité nantaise, mais ça a des vraies conséquences sur ce bloc qui recule et qui va concéder beaucoup de frappes. Alors, il y a du monde, il y a du trafic, donc souvent c'est contré, ça part au-dessus, etc. Mais globalement, j'ai le sentiment que ça participe au recul nantais. Je ne sais pas s'ils ne doivent pas mieux s'ajuster et continuer de bosser cet aspect-là. Oui, en même temps, Mwanga, il a apporté aussi offensivement. Bien sûr. Il est capable. Quand ils ont le ballon. Voilà. Ouais. Je pense que Luis Castro, il voit que c'est dur de prendre des points en Ligue 1 et que le meilleur moyen de prendre des points, c'est déjà de ne pas prendre de but. Donc, il est entre deux feux aussi, et c'est ce choix qui est fait. Mais est-ce que ça ne correspond pas à ces trous d'air ? Les trous d'air, c'est les moments où Nantes va être à 5 derrière à attendre et qu'au milieu, ils sont que 2 à défendre. C'est étonnant parce que j'ai l'impression que ce positionnement-là a duré très peu de temps à Toulouse. Il est quand même assez vite remonté au milieu de terrain, et en fin de match, on ne le voyait plus trop en charnière. Il y a sur le but l'égalisation toulousaine en début de seconde période. Il est dans cette ligne de 5 et malgré tout, c'est Tati qui ne suit pas la montée de Gbo et ça n'a pas empêché les choses. Ouais, là, c'est la passe en profondeur, elle est magnifique, c'est bien réalisé. Mais si tu es plus haut à empêcher la passe, tu peux aussi gêner. Oui, mais c'est dommage que tu ne vas pas au conf du FC Nantes parce qu'il a expliqué jusqu'à c'est son jour de repos. C'est souvent son jour de repos. Oui, c'est bien. Pourtant, on change les jours de conf, mais c'est toujours sur un jour de repos. Je préfère quand tu fais la fête le week-end parce que là t'es trop fringant pour moi, Jean-Marcel, ça tacle trop. Alors vas-y, on t'écoute. Oui, parce qu'on lui a posé la question à Luis Castro jeudi dernier et c'était intéressant d'ailleurs sa réponse, puisqu'il a dit qu'effectivement il y avait à la fois, contrairement à Francis Coquelin par exemple, il expliquait que Junior Mwanga n'a pas participé à toute la préparation, que lui-même doit appréhender aussi ce poste-là. Qui s'ajuste. Et le moment où il doit y aller avec les autres, mais il disait aussi qu'il n'était pas le seul responsable, c'est-à-dire que ça dépendait aussi notamment des attaquants, où il y avait parfois des problèmes de positionnement, notamment pour couper les lignes de passe. Et voilà, donc en fait, c'est un tempo à trouver, un rythme, on est dans les ajustements. Et effectivement, moi aussi, je trouve que lorsqu'il est pas dans le bon tempo, qu'il ne maîtrise pas en tous les cas les redescentes, et d'ailleurs, ils sont plusieurs joueurs à l'avoir dit, c'est là où ils prennent le bouillon au milieu, où ils concèdent trop on sent qu'il y a quelque chose à travailler tactiquement là-dessus, on est d'accord. De toute façon, ce qui est flagrant, c'est que cette équipe se cherche. Ouais. Au coup d'envoi, il y a la moitié de l'équipe qui est plus la même. Par rapport à quand ? Au match d'avant ou à l'année dernière ? Non, par rapport au match d'avant. Ah oui, d'accord. Mais c'est pas les mêmes hommes, mais en même temps, c'est à peu près. Par contre, ils ont tous, contrairement à l'an passé, il y a un projet de jeu qui est cohérent sur lequel tout le monde travaille. Et ce qui fait qu'ils sont censés quand même connaître leur positionnement au-delà des profils très différents. Leroux qui joue latéral. Les habitudes de jeu. Leroux qui joue latéral, certains l'ont réclamé ici. Donc, non, mais je dis pas que je l'ai trouvé très bon, on va en parler tout à l'heure. Mais dans tes automatismes et tout ça, il faut un petit peu de temps. Et donc là, pour le coup, tout le côté gauche était renouvelé. On va parler des cas individuels. Sablin était titulaire. Moi, j'avais lu une interview où c'était Mohamed, je comprends plus rien. Alors la semaine dernière, Nicolas Kozza était sur It West et Mostafa Mohamed dans Ouest France. Et vous regardez la compo, les deux terminés le week-end. C'est pas bon signe, les gars. Écoutons Anthony Lopez pour conclure cette première partie. Je pense que c'est un bon point. Alors il y a deux manières de l'analyser. Dans un premier temps, frustration parce qu'on est devant au score 2 fois. Et on se fait revenir très peu de temps aussi derrière. Le gros manque qu'on a eu, c'est de revenir à la pause sur le terrain et en encaissant ce but au bout de 2-3 minutes, qu'on n'est pas attentif, on n'est pas bien placé et qu'on doit faire beaucoup mieux. Mais voilà, après, content parce que l'état d'esprit du groupe, ce qu'on a essayé de mettre en place, on a voulu ressortir de derrière, c'est sûr que ça n'a pas toujours été propre. Et il y a beaucoup de choses qui ont fonctionné. Et voilà, ça montre qu'on a des intentions de jeu, ça montre qu'on a envie de faire évoluer notre football. Bien sûr, on sait qu'il risque d'avoir des erreurs, mais on sera là aussi derrière pour essayer de les rattraper et minimiser la chose. Mais voilà, motif de satisfaction parce qu'encore plus en fin de match, on est à l'extérieur, c'est nous qui essayons d'aller chercher ce 3e but pour gagner et non Toulouse. Donc voilà, la mentalité elle est là, le caractère il commence à se développer un peu plus, donc moi je suis content. Et on va conclure avec ce que vient de dire justement Anthony Lopez. Le caractère est là, la mentalité est là et les intentions de jeu aussi. Ça, Christophe, on l'a vu sur le terrain à plusieurs reprises depuis le début de la saison. Cette équipe sait revenir, fait preuve de caractère. On reprochait ça aux Nantais, souvenez-vous, la saison dernière. Je trouve qu'en fait, c'est la plus belle promesse du début de saison, outre le jeu en fait. Même plutôt que le jeu pour l'instant. C'est ça, parce que c'est une équipe, encore une fois, assez jeune, qui manquait justement de caractère l'an passé. Et là, elle fait preuve de caractère, avec des joueurs comme Le Penant, qui est jeune, mais pourtant qui s'affirme comme un leader, enfin on va en parler, indispensable. Et donc, selon moi, pour jouer en tout cas ce que joue le FC Nantes,
même si je sais que Mostafa Mohamed veut jouer l'Europe, mais je trouve que le plus important, c'est de faire preuve de caractère. On va en parler. Ce caractère, il est lié peut-être à l'insouciance, ou en tout cas à cette nouvelle mentalité des jeunes. C'est la tête et le but de Leroux. C'est Tati qui n'a pas froid aux yeux, c'est ça? Oui, c'est un nouveau cycle. On le disait, il y avait des joueurs qui étaient tellement enfermés dans un schéma négatif depuis des années qu'il fallait que ça bouge. Donc ça, on pouvait espérer que l'arrivée des jeunes, que quelques recrues, Lopez, qui est apparu depuis quelques mois aussi, c'est des caractères qui sont dynamiques. Ouais. Donc ça, je suis d'accord, c'est une vraie promesse, ça. Toi, tu manques de caractère, Jean-Marcel, dans la vie. Est-ce que tu penses qu'on peut s'en sortir dans le foot avec ce problème-là? Ça, c'est gratuit. Non seulement c'est gratuit, mais complètement déconnecté de la réalité. Bien sûr. C'était une vanne. Mais oui, ce caractère. C'est une mauvaise vanne. Je t'ai connu meilleur. Je trouve que tu as du mal à te mettre de ton David m'a dit, je suis pas là, il faut piquer un peu Jean-Marcel, tu vas voir, il est meilleur après. Donc j'essaie. Tu le fais mal. Habituellement, tu étais plus subtil, mais bon. On est que mardi. Sur le caractère de cette équipe. Oui, alors moi, je ne sais pas si c'est en tout cas une promesse, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une équipe qui ne s'effondre pas au moindre coup de travers, ce qui était le cas l'an passé, parce qu'effectivement, on aurait pu l'avoir. Alors, il y a eu le 0-2 contre Rennes à la pause, mais même à Toulouse, quand Toulouse revient, égalise en tout début de seconde période, on peut aussi s'inquiéter pour ce FC Nantes-là. Et en fait, il est assez imperméable, en tous les cas, je trouve, aux événements, non pas extérieurs, mais sur le terrain. C'est comme si, alors, le mot confiance est peut-être un peu trop fort parce qu'il est très récent, il date que de la deuxième période, mais on sent que cette équipe, elle a quand même un peu conscience de son potentiel, qu'elle peut créer des choses, et parce qu'elle s'appuie aussi sur quand même à défaut de garantie ou de certitude, elle a quand même quelques principes de jeu, et elle sait que si elle les applique, elle peut être dangereuse. Ça nous était revenu, je crois que c'était après Nice notamment, malgré la déroute que moi j'avais trouvée à Nice. Les joueurs disaient, quand on arrive à appliquer, on sent qu'on peut leur faire mal. Ils sont en train de construire une confiance collective, et il y a des individus qui ont confiance en eux, là on le sent aussi dans cette équipe-là. On termine rapidement avec un mot sur l'arbitrage, Christophe, que tu as souligné dans les colonnes de Ouest France. C'est la sortie de Luis Castro en zone d'interview. Il dit, il y a beaucoup de choses dans ce match qui auraient pu se passer différemment. Il faut respecter Nantes. Sous-entendu, on ne respecte pas cette équipe de Nantes là. Et il prend l'exemple d'Auxerre qui a pris un rouge pour une poussette sur un joueur dans la surface. Et l'exemple dans ce match, c'est ce que Donum fait à Tilal Tati. Tu peux nous expliquer comment vous avez interprété tout ça? On a été très surpris parce qu'il s'est exprimé là-dessus d'abord sur Ligue 1+. On n'a pas vu la réaction en direct, on était déjà en zone mixte. Et quand il nous a parlé de ça, il faut respecter Nantes, on s'est tous un peu regardé, mais il parle de ses joueurs. Et en fait, non, finalement, il parlait de l'arbitrage, et on a eu du mal en fait à savoir. Alors c'est vrai pour l'instant, son français reste perfectible. Parfois, on comprend pas tout. Voilà, mais il fait l'effort de parler français. Je trouve ça, il faut le saluer. Mais du coup, là, on était un peu dans un flou, quoi. Notamment sur la deuxième situation dont il parle, où l'ado est victime visiblement d'une poussette de Sidibé dans la surface à la 70e minute. Pour l'avoir revu... J'ai revu. Non, c'est pas fou. Non. Franchement, c'est pas fou. Le pénalty toulousain, il est justifié. Ouais, alors qu'on le voit fou, Castro sur le côté, mais il est justifié. Il demande la VAR, il montre l'écran. Moi, j'aime pas trop, en fait, parce que je trouve qu'il va chercher des excuses là où... Il va se perdre là-dedans. Bah oui, il faut pas. C'est surtout qu'elles sont déconnectées de la réalité. Oui, pour le coup, c'est pas un scandale ce match au niveau de l'arbitrage. On en a vu d'autres. Non, mais il y en a d'autres. Et puis Auxerre, la VAR les sauve 2 fois. Faut pas l'oublier. Et non, ça me gêne toujours ces déclarations. Je ne parle jamais d'arbitrage, mais 3 petits points. Oui. J'ai toujours un peu de mal avec ça. Mais j'en parle. C'est un peu le souci. Allez, on parle des choix forts de Luis Castro, justement, et des hommes des Canaries dans ce match. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Pierre-Yves Leroux, RMC. Christophe Pénoignon, Ouest France. Simon Rengoat, It West. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Les choix forts du coach à Toulouse, et notamment Camara, Tabibou, Ablin ou encore Leroux. Zazie et Axel Bauer. Oh là 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 là. En
fait, Jean-Marcel, ça change rien. Que t'aies fait la fête ou pas le week-end, au niveau de la musique. Non, je suis pas du matin. Je dois le savoir depuis 7 ans quand même. On n'est plus le matin, mais oui, c'est vrai. Tu te réveilles à quelle heure le matin quand tu dis le matin? Après, je peux me réveiller tôt, mais je suis long. Et ah oui, lent t'es un diesel. Ouais, exactement. Et le soir, ne croisez pas Jean-Marcel, parce que là, il est plein de balles. À ma place de Zazie et Axel Bauer, ils se sont fait leur place dans le 11 de départ à Toulouse. Qu'avez-vous pensé des premières titularisations d'Amadi Camara et d'Emen Tabibou? C'est Anthony Lopez qui plante le décor et Jean-Marcel, ensuite je te donne le micro. Je pense que voilà, ils ont essayé d'apporter ce qu'ils pouvaient apporter, leur qualité est déjà sur le terrain. Voilà, on sait que Louis, il a un profil à être très polyvalent, il peut jouer un peu de partout, donc ça c'est vraiment un luxe quand on a un joueur comme Louis dans son effectif. Demen, j'ai même pas besoin de parler de ses qualités, elles sont très très élevées. Et voilà, c'est un bon gamin qui travaille bien. Voilà, j'espère qu'il continuera à travailler là-dessus. Et puis Amadi, voilà, il est sorti à là-dedans, mais il a essayé d'apporter ce qu'il pouvait. Il a peut-être dû prendre un peu plus de profondeur à mon goût, mais voilà, c'est des profils qui vont nous amener clairement un plus pour la suite de la saison. Des profils qui vont amener un plus, mais peut-être pas tous, parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a une revue d'effectifs encore effectuée par Luis Castro. Amadi Camara, il a fait que la première mi-temps. Je l'ai trouvé neutre, finalement. Il perd même un ballon, Jean-Marcel, dans une passe à Tati qui peut être dangereuse, que Tati se craque derrière. Il était moyen, non, Camara? Ouais, mais après, je vais juste faire une digression avant de venir sur lui, parce que vous êtes tombé sur Lado la semaine dernière. Ouais. Et comme par hasard, il fait plutôt un match consistant, et là, vous voulez pas en parler, quoi. Si, on va en parler, mais je l'ai pas trouvé fou. Moi, Lado, il marque un but, mais sinon, plutôt neutre. Ouais, il marque un but. Marque un but parce que Abin fait tout le boulot. Je trouve qu'il est utile aussi dans la conservation. Il perd très peu de ballons. Il est beaucoup plus juste, pour le coup, que Camara. Alors oui, Amadi Camara. Vas-y, Camara. Ouais, je le trouve. J'ai du mal encore à avoir une idée réelle de son potentiel. Je trouve qu'il est quand même plus juste qu'il l'a été, mais il n'y a pas beaucoup de mal en même temps. Ouais. Que sur ses très maladroit sur ses premières. Ouais. Sur le but, en tous les cas, il permet à Mathis Ablin de prendre le côté gauche et donc il lui offre aussi de la profondeur que peut-être aurait pas pu engendrer un Mostafa Mohamed. Mais il ne convertit pas l'offrande de Tabibou non plus. Il ne convertit pas l'offrande de Tabibou, non, on est d'accord. Donc je le trouve assez neutre, mais en même temps mieux, en tous les cas, dans le système et plus en connexion avec ses partenaires. Voilà. Camara, un petit mot, messieurs, parce que moi je ne l'ai pas trouvé fou non plus. Non, pas fou. Il a été sorti à la mi-temps par. Pas convaincant, Castro. Moi je pense qu'il a essayé de permuter. Et d'ailleurs, le but. Avec Lado. Avec Lado, tout à fait. Et ça, c'est assez intéressant. Parce que je pense que ça crée du trouble dans la défense. Après, je pense qu'il a évidemment un peu plus de puissance que son concurrent Benatab. Et voilà. Il est moins virevoltant, il est moins déroutant pour l'adversaire. Il faudrait une moitié de chaque. C'est ça. Oui, parce que Benatab, sur la deuxième période, a pas été aussi convaincant non plus qu'en début de saison. Les dernières apparitions sont quand même pas rassurantes. Il met un peu le feu quand même. À Rennes, il met le feu. Rappelez-vous des 20 dernières années à Rennes, il avait été très bon. Il est à l'image en fait du FC Nantes, de ce qu'on disait tout à l'heure, de cette inconstance, quoi. Et là, il va falloir progresser, prendre du coffre. L'autre titulaire, c'est Demen Tabibou, qui est resté plus longtemps pour le coup que Camara. Dans cet entrejeu, j'avoue que j'ai été séduit. Est-ce que c'est ton cas aussi? Pile, on sent le foot quand même. Oui. Et je trouve que c'est une vraie récompense parce que ça fait quand même longtemps qu'il fait des entrées et de le voir sur un temps plus long, c'est intéressant. Il sent le foot, il y a une vision du jeu. Ça va apporter, je pense qu'on va le revoir régulièrement titulaire. On a vu des ouvertures longues dans la course du joueur de couloir, dans le bon tempo, enfin du football. Tu sens que voilà, il est incroyable de ce point de vue-là. Ouais, il amène plus de verticalité. Il y a une vraie prise de risque et du coup, ce qui engendre aussi du déchet. Mais effectivement, il est à l'origine du. Enfin, il y a d'abord le rush de Mathis Ablin, mais ensuite il y a ce centre pour Camara sur le but de Lado. Donc oui, il apporte quelque chose de différent. C'était sa première titularisation avec le FC Nantes. C'était presque une anomalie en fait, parce qu'on l'a vu aussi déjà la saison passée qu'il n'ait pas eu sa chance pour débuter. Là, je pense qu'on le verra. Castro nous en avait parlé en conf de presse. J'y étais, Jean-Marcel et pas toi ce jour-là. Il nous avait dit, c'est dans la tête. Puis il n'avait pas voulu expliciter l'avantage, mais pourquoi il joue pas Tabibou? Et il avait montré la tête en disant faut qu'il soit peut-être plus costaud là-haut. Il lui avait passé un message, en tout cas, ils avaient échangé. Oui, il n'avait pas voulu détailler, mais on pouvait imaginer qu'il y avait un petit quelque chose. Bon, je pense que là, il a prouvé. Il a prouvé, il a marqué des points, contrairement à Camara, si on compare ceux qui étaient titulaires surprise. Moi, j'attends un peu plus de lui, je pense qu'il est capable de faire mieux.
d'apporter. Qu'est-ce qu'il sait faire mieux, toi qui l'as beaucoup par suivi exemple, chez les jeunes? il a touché il a touché qu'une trentaine de ballons. Enfin, je pense qu'il peut être encore plus influent dans le jeu, dans le contrôle. On l'a vu redescendre aussi des ballons. C'est vraiment lui, comme un meneur de jeu un peu. C'est quelqu'un qui va pas se cacher, qui va prendre ses responsabilités. Le côté un peu qu'il doit améliorer, il a un côté nonchalant parfois où il peut disparaître de la circulation. Et c'est ce qu'on a vu en deuxième période. Et ça, c'est quand même un peu rédhibitoire, notamment dans le système de Luis Castro où les milieux de terrain, ils peuvent pas jouer non plus à deux à la récupération. Il faut qu'ils soient aussi plus concernés, je pense, dans le travail défensif. Mais par contre, en termes de potentiel créatif, trou d'air de l'équipe, du collectif. En termes de potentiel créatif, c'est sans doute le meilleur joueur qu'on ait vu à Nantes depuis un petit moment. Ouais, ça pue le faute. Tous ces formateurs le disaient, c'est quelqu'un qui va trouver des lignes de passe que même eux, sur le banc, les coachs ne voyaient pas, ne voient pas. Donc, au sol et d'un point de vue aérien, il fait les deux. Mais il doit être plus présent, effectivement. C'est le milieu qui a touché le moins de ballons à Toulouse. Mais effectivement, dès qu'il l'a, on sent qu'il peut faire plus que les autres. Je pense qu'il a aussi faut qu'il se trouve parce qu'il a été. On l'avait plutôt vu à l'origine sur le côté droit, c'est-à-dire à la place de Benatap. C'était là d'ailleurs où il faisait ses entrées en jeu l'an passé. C'est là où il est rentré cette année. Alors, peut-être qu'il n'a pas le coffre non plus pour faire les allers-retours. Et là, il serait réinstallé dans le cœur du jeu, mais pas un poste de 10 qu'il aime bien, plutôt un poste de relayeur qui est quand même beaucoup plus exigeant que celui qu'il avait en jeune, où il était très ou trop facile en fait. Tu le disais, Jean-Marcel, tout à l'heure, ici on aime beaucoup le roux, que ce soit en radio ou sur un terrain de foot. Sûr. En l'occurrence, on va parler de Louis, celui qui officie sur les pelouses de la Jaunelière. Il a débuté au poste de latéral gauche à la place de Nicolas Cozza. On l'écoute et puis vous nous direz ce que vous avez pensé de son match. Ouais, c'est ça, le coach, il sait que je suis capable d'évoluer à ce poste et avant de venir, il avait déjà regardé mes matchs et il avait vu que j'étais capable d'y jouer l'année dernière et quand j'étais plus jeune, je l'avais fait. Et voilà, il m'avait dit aussi de me tenir prêt parce que voilà, il n'y avait pas vraiment de doublure à ce poste. Et moi, je sais que je suis plutôt à l'aise et ça me dérange pas. Tant que je joue, c'est le plus important. Et dans la semaine, j'ai compris que j'allais jouer à ce poste. Donc, je m'étais préparé. J'avais essayé de rattraper un peu le retard que j'avais par rapport aux autres parce que j'avais pas travaillé à ce poste depuis le début de la saison. On a senti qu'offensivement, tu as voulu, t'étais latéral, mais plutôt aussi dans un rôle un peu hybride de couloir aussi par moment. T'as voulu apporter, Ouais, j'ai essayé d'apporter aussi offensivement parce que je pense que c'est ce qui peut faire la différence et aussi j'ai une vocation de milieu de terrain donc je suis amené aussi à aller dans la surface et j'aime bien le faire donc j'ai essayé d'apporter aussi offensivement. Je vous l'ai dit, moi je suis séduit par le roux à gauche dans sa qualité physique, l'impact qu'il sait mettre défensivement et puis évidemment face au jeu ensuite c'est beaucoup plus facile avec sa qualité de vision de jeu de trouver des ouvertures et de contre-attaquer. Il a été très bon aussi offensivement. Ça met en avant ses qualités de projection qui sont peut-être plus difficiles pour lui à traduire ou à appliquer au milieu de terrain où on sent qu'il n'est pas libéré au milieu en fait. Il est coincé entre Il n'est pas face au jeu aussi peut-être. Oui, et puis il est un peu coincé je pense entre la volonté de bien respecter les positionnements. Alors c'est un peu rigide parfois ce que demande Luis Castro voilà, et en voulant ça il perd je trouve en spontanéité, en fraîcheur ce qui fait une de ses grosses caractéristiques à Luis, c'est qu'il est capable de courir et qu'il a un énorme volume et il faut le laisser libre tout en quand même le bridant un petit peu pour pas qu'il s'éparpille. Et je trouve que sur ce poste-là, alors on pourra en parler, mais défensivement, c'est pas. Oui, bien sûr. Pas top, il y a des oui, mais c'est ça qui est d'amélioration. inquiétant. C'est qu'on parle de doublure en fait. Et moi, c'est là où je m'inquiète pour le FC Nantes, c'est qu'on est toujours dans la recherche et qu'on dit ah bah tiens, t'as fait ça toi quand t'étais jeune, vas-y. Ça me rappelle Quentin Merlin, qui n'était pas utilisé à son poste non plus. J'ai l'impression que ce sera plus solide à terme que Quentin Merlin défensivement, je pense aussi. Mais est-ce qu'il va rester là? Après, moi, je trouve que ça serait. C'est pas mal pour moi. Ouais, ça serait un gâchis quand même, je trouve, de le mettre latéral gauche par rapport au potentiel qu'il a au milieu. C'est un dépeinage qui traduit aussi un souci dans l'effectif, en tous les cas. Et puis, ce qu'il faut se rappeler, c'est quand même là, pour le coup, sur le côté gauche, on avait Tilal Tati, 18 ans, Louis Leroux. Qui est un 2005, je sais même plus, qui doit avoir 20 ans, 20 ans, qui est inexpérimenté pour le coup. Donc même eux tous les deux, ce qui peut expliquer aussi les flottements qu'il y avait sur ce côté. Dans la capacité qu'il a de se projeter, je vais prendre l'exemple sans doute du meilleur d'entre eux actuellement, c'est Hakimi, mais Hakimi est un latéral qui est capable de travailler défensivement et qui apporte aussi beaucoup offensivement. Louis, il va se projeter comme ça. C'est donc 2006, Louis.
Ouais, ça me paraît pas incompatible. Pile, pour toi, c'est gâché aussi Bah oui. de mettre le Roux arrière gauche. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Oui, alors à moins qu'il y ait une révélation et qu'il soit exemplaire à ce poste-là, mais quand vous n'avez pas grandi, on a affaire à une équipe pro. On doit avoir affaire à des spécialistes du poste à ce niveau-là. Et là, on bouche les trous. On cherche. Bah oui, mais c'est problématique. On est à quelle journée ? On va être à la 7e. Il a été moyen, je suis désolé, sur ses premiers matchs au milieu de terrain dans cette saison, et je préfère qu'il joue. Mais si tu veux mettre en place des automatismes, comme le disait Jean-Marcel, on se retrouve en défense avec des garçons qui sont jeunes, qui n'ont pas beaucoup joué ensemble. Il y a de la communication, c'est du temps tout ça. Bien sûr. Mais il faut construire. Mais tu avais un côté gauche qui n'était pas dégueulasse avec Tabibou, Leroux et Tati. D'ailleurs, il le dit lui-même, c'est-à-dire que lui, il a fait, et ça va un peu à l'encontre de ce que nous explique Luis Castro, qui disait que sa formation était sans doute l'une des plus en retard parce qu'elle devait faire face à l'intégration d'un paquet de joueurs qui n'ont pas découvert la Ligue 1, qui ont pu jouer à haut niveau, mais dans des championnats étrangers, mais qui ne connaissent pas la Ligue 1. Et en plus, ça avait un effectif fortement renouvelé et en plus avec de nouveaux principes de jeu. Donc il dit que lui, en tous les cas, il partait le plus en retard et qu'il avait besoin de temps pour créer des repères, tout ça. Et Louis Leroux, ce qu'il explique, c'est que lui, il a passé toute sa prépa et tout son début de saison à essayer d'appréhender un positionnement, un jeu au milieu, et qu'il le dit, j'ai dû rattraper mon retard parce que oui, ce poste de latéral gauche, on lui semaine, demande pas. Bah non, bien sûr que non. Pas. Nicolas Même si je trouve que du coup, dans ces configurations-là, et notamment dans la conservation et les premières relances qui sont essentielles dans le jeu de Luis Castro, il est quand même plus intéressant que Nicolas Cosa. Et dans un bloc qui joue haut, parce que c'est aussi l'objectif de faire monter cette défense, et dans un bloc haut, il va pouvoir être influent aussi dans l'entrejeu en dédoublant. Ouais, effectivement, il avait connu beaucoup de déchets en fait, au milieu lors de ses premiers matchs. C'était ça qui posait souci, parce que finalement, dans l'activité, il y était. Là, il a réussi 85% de ses passes, je crois. Donc il s'est montré appliqué. Par contre, effectivement, défensivement, je rejoins Pierre-Yves. En première période, il a beaucoup souffert sur son côté, notamment des accélérations de Dunham ou même de Sidibé. Pas mal d'actions viennent de son côté. Donc, il se cherche encore au niveau de son placement. Mais c'est normal. S'il a préparé que ça dans la semaine. Tilel Tati aussi, d'ailleurs, qui continue de se chercher. On voit beaucoup de qualité, puis aussi des largesses défensives liées à son âge. Mais si ça peut permettre de voir plus Tabibou au milieu... Voilà, moi, pourquoi pas renouveler l'expérience de l'Euro à gauche. Un trio de joueurs issus du cru sur le côté gauche, et ça avait de la gueule. Moi, je vote pour, en tout cas, pour l'instant. Tu vois que t'es emballé, toi aussi. Mais je suis emballé, Jean-Marcel. Mais de toute façon, j'ai réécouté ce que tu disais. Mais je suis avec toi. Je suis avec toi. La première titularisation de Mathis Sabline, Pile. Tiens, ça va être pour toi. On en pense quoi ? Sur le premier but nantais, il fait très mal. La première titularisation de Mathis Sabline en numéro 9. Ah oui, voilà. Merci, c'est vrai. Oui, il était sur les côtés. Oui, merci. Non, mais sois précis, parce que c'est parce que David Pellico n'est pas là. Il faut reprendre son côté approximatif. Voilà. En numéro 9, donc première titu. Mais ce but qu'il provoque, il fait beaucoup du taf, eh bien, il part de la gauche. Donc il est tranchant quand il part de la gauche. Écoutez-le, Mathis Sabline, et tu nous donnes ton avis. Je me suis senti à l'aise. Après, voilà, c'est aussi un travail ingrat de jouer face à 3 défenseurs. Mais voilà, je me sens bien, comme je l'ai dit. Et voilà, on va continuer de travailler, continuer de pousser. Et voilà, après, bien sûr, je sais que vous attendez peut-être les buts, mais ça viendra tranquillement. Voilà, moi, je travaille pour marquer tout le temps, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Est-ce que je peux faire une digression comme Jean-Marcel ? Allez, je voudrais remercier Christophe Pénoignon qui est à mes côtés, parce que je me suis roulé par terre en lisant l'interview de Mohamed qu'il a réalisé. Pourquoi Mais c'était à mourir de rire, cette interview, franchement. Alors, il y dit quoi pour ceux qui ne l'ont pas lu ? Mohamed, il y dit quoi exactement, Christophe ? Parce que ça a un lien avec ce qui se passe. Non, je crois pas. Non, mais je veux dire, c'est intéressant. Il n'y a pas un lien, c'est-à-dire on met pas Mohamed sur le banc parce qu'il y a eu cette interview, mais il dit, Christophe notamment, qu'il est titulaire du poste de numéro 9 au FC Nantes et en sélection. Bam, 3 jours après, il joue pas. Il joue pas du tout, hein. C'est-à-dire qu'il rentre pas. Non, mais oui. Après, cette phrase, ça partait d'un bon sentiment, parce qu'il disait que même quand on est numéro 9 au FC Nantes et en Égypte, on peut apprendre des meilleurs. Voilà, parce qu'il disait qu'il était demandeur de conseils auprès de El Arabi à Nantes, à Salah en Égypte. Donc voilà, ça partait d'une bonne intention, comme la phrase sur l'Europe d'ailleurs, dont j'ai parlé tout à l'heure, où il dit, vous verrez, Nantes ne jouera pas le maintien, mais l'Europe cette saison. C'est vrai que ça prête à sourire, mais, on verra. Mais il a le droit d'être ambitieux, Mostafa. C'est ça.
Mais non, pour revenir sur le cas... C'est violent quand même parce que derrière, il joue plus là. Et puis c'est la première fois qu'il joue pas du tout. C'est-à-dire qu'il rentre même pas en cours de jeu. Non, et puis ce que je voulais dire par rapport à Ablin, c'est que cette action, ce que fait Ablin, Mohamed ne le fait pas. Ah bah non. Mohamed n'est pas capable de faire ça. C'est pas son profil. Voilà. Donc il a d'autres qualités, Mohamed, et notamment dans son abnégation, dans sa capacité à travailler en permanence. Mais bon, regardez les stats de Mohamed. C'est pas qu'une question de stats. C'est un but tous les 3 matchs. Quand il dit ce qu'il dit sur Comboiré, parce que c'est quand même ça qui est fort dans cette interview. Il dit quoi sur Comboiré? Mais un but tous les 3 matchs, ça va. C'est le plus mauvais entraîneur que j'ai jamais eu. Mais oui. Voilà. Or, il a eu du temps de jeu. Ouais. Il a eu la possibilité de prouver que c'était un tueur. Bah non, c'est pas un tueur, Mohamed. Tu voulais réagir, Jean-Marcel? Non. T'as pas arrêté de parler pendant qu'il parlait. Ouais. C'est ça qui est terrible. C'est incroyable. C'est vraiment histoire de me déstabiliser. T'as vu, j'ai gardé ma ligne. En fait, je trouve pas que c'est qu'une question de stats. Moi, ce qui me dérange le plus, au-delà du fait qu'il est très peu décisif en début de saison, c'est surtout le fait qu'il pèse très peu en fait dans le jeu. Il n'arrive pas à caler des ballons depuis 3 matchs où il est en souffrance. Il les conserve beaucoup moins bien qu'avant. Donc effectivement, il fallait tenter quelque chose d'autre. D'ailleurs, on l'avait plus ou moins évoqué ce débat. On a plus ou moins eu ce débat-là après le nul contre le Stade Rennais. C'était le rôle de Mostafa Mohamed aujourd'hui. Et sachant que tu as d'autres solutions sur les côtés qui sont en train d'émerger. Et plus tu vas avoir le retour d'Herba Guirassy. Et c'est vrai que Mathis Sabline, il est plus complet, il est capable de prendre le côté gauche, de permuter. Il est au sein d'un même match. D'ailleurs, c'est ce que disait Luis Castro quand on l'a interrogé en conf la semaine dernière où tu n'étais pas Simon. On lui demandait si c'était devant ou le chantier n'était pas le plus important. Ouais. Parce qu'il il a essayé au départ de botter en touche, mais il disait que les changements peuvent intervenir aussi au sein d'un même match. Et ce que permet justement Mathis Sabine, ce que permet plus difficilement Mostafa Mohamed. Oui, mais parfois, du coup, qui s'excentre beaucoup, il est pas forcément, il peut pas être au départ et à la finition. Oui, il peut, mais là, il frappe qu'une seule fois et la frappe est contrée. Donc c'est pas suffisant pour un numéro 9 du calibre de Mathis Sabline. Mais il me semble que le FC Nantes, en tout cas, pensait à lui. S'il restait au club, en tout cas, il pensait à lui davantage pour l'axe. Oui, bien sûr. L'objectif, c'était d'installer. De la même façon que Louis Leroux. C'est-à-dire que si on n'utilise que les joueurs à des postes qui sont leur poste numéro 2 ou 3, il va y avoir un problème. Je pense que Mathis Sabline, c'est un concours de circonstances qu'il ait démarré sur le côté gauche. D'une part, parce qu'il était en période de transfert et pas très bien, et que Mostafa Mohamed donnait ultra satisfaction. Et quand on connaît ses susceptibilités, je pense que Luis Castro en avait tellement besoin qu'il n'allait pas se le mettre à dos. Et en plus, il y avait, après la blessure d'Herba Guirassy, avant l'émergence de l'ado qu'on attend tous et qu'on espère tous. Qu'on espère tous, surtout toi. Et donc c'est aussi pour ça qu'il a joué côté gauche. Moi, je pense que Mathis Sabine, en tous les cas, il peut être plus intéressant sur le poste de 9. Oui, mais est-ce que sur les côtés, t'es moins fort que quand c'est Ablin sur le côté? Non, parce que tu vas voir. Moi, j'ai bien aimé l'entrée d'Herba Guirassy. J'ai trouvé percutant. J'ai trouvé qu'il a réussi en tous les cas pas mal. Ce qui est intéressant, quelqu'un qui prend des risques où on peut avoir beaucoup de déchets. Je l'ai trouvé plutôt en réussite sur ce match-là, tranchant. Et je trouve que Mathis Sabline, en tous les cas, il apporte en jouant en 9. D'ailleurs, il l'a montré sur le but. Il est très mobile, ce que ne peut pas offrir Mostafa Mohamed. Et il apporte de la vitesse dans le jeu, il apporte un tas de choses. Ouais. Il peut se décaler très rapidement pour prendre un ballon, jouer rapidement. Bref, il soit beaucoup plus élargi. Il faut qu'il soit peut-être un peu plus solide, qu'il tienne mieux face à ses défenseurs. Plusieurs fois, il a réclamé des fautes alors qu'il a été trop léger dans le contact et que le FC Nantes a perdu le ballon. Et ça permet à ton bloc de remonter. C'est peut-être un point d'amélioration. Guirassy, Benatab, peut-être que ce sera le trio à l'avenir parce que Benatab, il va falloir qu'il des petits doutes. Mais je suis pas convaincu par l'ado Camara non plus. Donc pour l'instant, c'est pour ça aussi que tu peux avoir un doute parce que tu en mets 2 à la cave. Tu mets Mostafa Mohamed à la cave et le buteur de la semaine dernière, El Arabi, parce que tu positionnes Ablin là et qu'eux sont pas capables de jouer sur les côtés. Donc c'est ça le truc que doit essayer de résoudre. En fait, ça met juste en lumière le souci du mercato. C'est-à-dire que normalement, pour la direction, Mostafa Mohamed
devaient partir, ils espéraient tous qu'ils partent. Ou en plus, il avait 40. En plus, et ça, je me suis aussi roulé par terre. Il avait quand même pas mal de propositions, mais il les a pas présentées. Mais son agent en avait plein. Je pense que certains ont dû s'étouffer s'ils ont lu ça, je crois. Ah non, c'était formidable. Je veux la même toutes les semaines. Je vais aller la relire. On n'a pas un talent là-dessus comme Mostafa Mohamed en entretien toutes les semaines. Allez, messieurs, on parle du derby à Brest qui arrive. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Pierre-Yves Leroux, RMC. Christophe Pénoignon, Ouest France. Simon Rengoat, It West. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Un nouveau derby breton au menu des Canaries samedi. Avril Lavigne, Complicated. Ah, c'est ma génération, ça c'est trop facile. Oui. Même pas qu'elle existe. Avril Lavigne. Avril. Ah oui, mais là on est en septembre. Enfin, Victoria fin septembre. Avril, tu connais, ça dit quelque chose. Ah, voilà. Ça s'annonce complicated. La vigne surtout. Ouais, bien sûr, ça je sais que tu connais aussi. T'es pas le seul. Ça s'annonce compliqué donc pour ces Canaries qui se déplacent à Brest face à l'une des bêtes noires de ces dernières années. On évoque cet adversaire brestois avec un confrère, Alexis Sacha, qui officie à Ouest France à Brest. Salut Alexis. Salut à tous. Dans quel état d'esprit est-on à Brest ? Bien lancé, hein, si j'en crois les derniers résultats avant de recevoir Nantes. Ouais, c'est ça, bien lancé, rassuré surtout, parce que c'est vrai qu'il y avait eu un début de saison un peu compliqué, beaucoup de mouvements en fin de mercato, donc une équipe qui n'était pas totalement prête à la reprise. Mais là, voilà, il y a eu la première victoire contre Nice, la confirmation à Angers, sans prendre de but en plus. Donc oui, tout n'est pas, tous les nuages ne sont pas dissipés, mais en tout cas, c'est sûr que l'état d'esprit est plutôt confiant et en tout cas, oui, tout le monde est un peu rassuré là par les deux derniers matchs. Un coach, Eric Roy, qui avait grogné aussi sur l'effectif, les joueurs qui étaient partis. C'est vrai qu'on n'est plus en saison Ligue des Champions, mais il avait mis le doute sur les moyens qui lui étaient alloués. Ouais, c'est ça. Cet été, il y a eu une quinzaine de départs. Après, l'effectif de l'année dernière était beaucoup plus large, évidemment, avec la Ligue des Champions. Mais comme souvent à Brest, le mercato s'est fait dans les dernières minutes. Après, au final, le bilan est plutôt, on va dire, correct, même plutôt pas mal avec les recrues qui sont arrivées. Après, voilà, il y a les incertitudes autour de l'état physique de certains, notamment Lucas Touzard qui a toujours pas joué, Dina Ebimbe qui est arrivé pas dans le meilleur état de forme possible, Labo Lascari qui avait pas joué depuis un an. Voilà, c'est des paris, mais en tout cas, l'effectif en termes de quantité, a priori ça devrait plutôt le faire et je pense que le coach est rassuré là-dessus. Après voilà, faut pas qu'il y ait de problèmes physiques comme il y en a en ce moment avec les blessés qui s'accumulent. Brest qui reste sur 2 succès pour ceux qui n'ont pas suivi le parcours du SB29, 4-1 face à Nice et cette victoire 2-0 à Angers le week-end dernier pile. Moi j'y étais et c'est assez intéressant parce on parlait de réalisme tout à l'heure pour le FC Nantes, c'était la même chose pour Brest, c'est-à-dire qu'ils mettent 2 buts. C'est le cas contre Nice déjà. Et oui, et en plus Angers sur la première demi-heure a plutôt le ballon, mais sauf qu'ils sont hyper efficaces derrière, avec notamment Labo Lascari qui marque contre le club où il aurait dû jouer quelques semaines avant. L'histoire est incroyable. Et en plus il se blesse. Donc les dernières nouvelles, c'est qu'il est absent plusieurs semaines. Ouais, c'est ça. Là, on a eu des nouvelles ce matin. A priori, c'est bien une luxation du coude et il y aurait 3 semaines d'immobilisation. Donc après, le temps de reprise, ça peut être 3 à 4 semaines, quoi. Et à contrario, messieurs, on ouvre une parenthèse nantaise, mais on a eu des inquiétudes ces dernières heures sur Le Penant. On a craint la fracture, Christophe, pour Le Penant, mais c'est pas le cas. Ouais, je pense que le FC Nantes a retenu très fort son souffle et là, il peut enfin respirer parce que on craignait une fracture du tibia sur un contact qui était plutôt léger à première vue avec le Toulousain Cáceres. C'était sur la cheville, je pensais que c'était la malléole ou la cheville, c'était en bas. Ouais, c'est ça, ou le pied, un peu à l'image d'un Neymar à l'époque. Ouais. Et finalement, c'était le tibia, il s'était présenté en zone mixte avec un gros bandage sur le bas de la jambe droite. Et effectivement, dimanche, le staff nantais était très inquiet. Et hier, la radio n'a pas décelé de fracture. Donc, c'est un coup, c'est un hématome, mais on va peut-être le préserver quand même dans les prochains jours, parce que c'est un gros coup. Non, tu penses qu'il sera disponible à Brest ? A priori, il devait reprendre l'entraînement assez vite. Ok. Bon. On verra s'il est dans le groupe à Brest. En option peut-être pour les Canaries à Brest. Sur le parcours du SB29, c'est une équipe très réaliste, comme nous le disait Pile à l'instant pour toi, Alexis, avec devant Ajorc notamment ou Del Castillo qui sont cliniques.
Ouais, sur le début de saison, c'était moins le cas, mais là, c'est vrai que là, sur les 2 derniers matchs, c'est de la clinique offensivement. C'était le cas à Nice, et là, à Angers encore plus, parce qu'il y a vraiment pas eu beaucoup d'occasions. Mais là, ce qui change, c'est qu'ils sont aussi réalistes derrière, alors que le début de saison a été hyper compliqué au niveau de l'animation défensive. Ils avaient pris 11 buts en 5 matchs. Ouais. Donc là, ils sont un petit peu plus rassurés par les 2 derniers matchs. Il y a eu un but à Nice, alors qu'ils ont quand même souffert. À Angers, il n'y a pas eu une maîtrise totale non plus. En deuxième mi-temps, c'était un peu chaud, mais c'est vrai qu'il y a une montée en puissance aussi individuelle. Je pense à Junior Diaz, l'ancien Nantais, qui ça y est, commence à vraiment prendre sa place dans la défense centrale. Chardonnay, qui a mis du temps à lancer sa saison, mais là, il est mieux. Donc, c'est rassuré défensivement, et offensivement, c'est vrai que là, avec un Ajorque qui est vraiment très bon au début de saison, et Del Castillo qu'on retrouve à un très très bon niveau, parce que l'année dernière, il a été plus en difficulté, gêné par les blessures. Là, il est efficace. Donc c'est sûr que les 2 derniers matchs, en tout cas, ont rassuré dans les 2 surfaces, on va dire. Del Castillo à son prime, c'est très très fort, mais c'est sa régularité qui pêchait effectivement. Je passe la parole à Jean-Marcel sur Junior Diaz, évoqué par Alexis. C'est un petit gars de la Jonelière, Junior Diaz. Ouais, c'est un pur Nantais. Moi, je suis très content de le voir enfin en Ligue 1. Alors c'est dommage qu'on ne l'ait pas vu chez nous pour plein de raisons, puisque Antoine Camboire, il l'appréciait beaucoup, mais n'a jamais osé le lancer, comme beaucoup de jeunes. Et il a eu la chance d'être prêté ensuite à Annecy. Alors, il a eu sa chance aussi. Il y avait l'été de Pierre Aristouille. Pierre Aristouille, je pense qu'il n'a pas osé. En tout cas, il n'a pas pris de risque sur un jeune, alors que c'était sans doute celui qui était le plus mature et le plus proche, en tous les cas, de la Ligue 1. Il a ensuite été à Annecy, où il a trouvé un ancien Nantais, Laurent Guyot, le coach. Où il a engrangé du temps de jeu jusqu'à se faire remarquer, et puis à aller à 3. Donc il appartient à City Group, en fait. D'ailleurs, il a repris, lorsqu'il était sans club, il a repris l'entraînement avec City cette saison. Et voilà, je pense que c'est un joueur qui a d'énormes capacités athlétiques, qui est un vrai défenseur central, et dont on ne mesure pas encore jusqu'où il peut aller en termes de potentiel. Potentiel séduisant, Alexis, sur ce que tu as vu là, ce début de saison, il peut s'imposer? Ouais, clairement, déjà il a déjà mis Julien Le Cardinal sur le banc. Donc pour un joueur qui découvre la Ligue 1, c'est pas mal, parce que Julien Le Cardinal, il a quand même une petite expérience à Brest maintenant. Donc c'est vrai que sur les premières impressions, comme dit Jean-Marcel, on voit le potentiel, en tout cas très rapidement. Et puis je trouve qu'il est complémentaire avec Chardonnay, qui est un peu plus brut, on va dire, moins à l'aise avec le ballon. Junior Diaz, ça a l'air quand même d'être plus complet. Et donc très très convaincant pour ses débuts, en tout cas. Et la défense, c'est aussi un gardien. Et on attendait beaucoup Majeski du côté d'Angers pour son retour, après quand même sa suspension, des cagades. Ouais. Et je trouve qu'il a été plutôt rassurant. Mais j'ai le sentiment que c'est toujours un peu fragile. Et pour le FC Nantes, ça sera un point important. Il faudra pousser, mettre la pression sur ce gardien. Je pense que ça peut... Je sais pas ce qu'on en pense du côté de Brest, mais moi, c'est le sentiment que j'ai. Ça reste fébrile. Alexis? C'est un peu la grosse inconnue. Après... Et ça y restait sur une bonne mi-temps à Lens, donc c'est vrai que c'est son carton rouge, c'est clairement pas une bonne nouvelle pour le mettre en confiance, parce que son début de saison il est catastrophique. Il est sur les 11 buts dont je parlais tout à l'heure, il est impliqué sur au moins 2 ou 3, et les 3 à Lens il est pas dans le but, mais bon, ils viennent après son expulsion, donc sa responsabilité est en jeu aussi. À Angers, c'est sûr qu'il a pas eu non plus 150 arrêts à faire. Il y a cette claquette, une jolie claquette là, qui empêche qui empêche Angers de revenir. Donc oui, c'est une prestation correcte. Après il a pas sorti un match énorme, donc à revoir, mais oui, le clean sheet va lui faire du bien, et en tout cas il a été conforté dans son rôle de numéro 1, donc je pense que déjà pour la confiance c'est pas mal, parce que il y avait ce doute aussi, est-ce que Grégoire Couder, la doublure, allait lui prendre sa place. J'ai trouvé super le discours d'Éric Roy, effectivement, qui dit peut-être à Monaco, on l'a pas assez mis en position favorable, on lui a pas fait confiance. Là, tentons l'expérience, quoi. Peut-être que ce garçon, effectivement, et c'est super de la part d'un coach aussi de le verbaliser. C'est malin aussi, parce que ça donne confiance à ton joueur. Un dernier mot peut-être sur, je sais pas si tu es superstitieux, Alexis, mais on commence à parler un peu de bête noire quand même pour le FC Nantes ces dernières années. Quand on évoque le stade brestois, on a ce sentiment à Brest aussi? Je sais pas, je pense pas, parce que Brest, il y a eu 2 saisons qui étaient quand même assez exceptionnelles, mais pas amenées certainement à durer. Donc il y a eu beaucoup d'adversaires qui ont été battus pas mal de fois là sur ces 2 dernières années.
Mais oui, c'est sûr que ça a tourné en faveur des Brestois ces dernières saisons face à Nantes. Mais au contraire, je pense qu'à Brest, on a un peu peur de toutes ces séries et les certitudes comme ça. Donc, non, en tout cas, il n'y aura pas du côté du staff et des joueurs. Le complexe de supériorité. Oh, ouais, pas de complexe de supériorité, ça c'est sûr. Il n'y aura pas d'Alban Lafont côté nantais, qui s'était fait un beau petit craquage à Brest, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques années. Je crois que c'était il y a 2 ans. Merci beaucoup, Alexis Sacha. On te lit dans Ouest France à Brest. Salut, Alexis. Salut. Merci à vous. Salut Alexis, merci. À bientôt. Les amis, nous on poursuit et on termine avec les résultats du FC Nantes et leurs conséquences au classement. On sait que c'est une équipe en construction et qu'il ne faut pas forcément être focus sur le classement en permanence, mais la direction nantaise l'est peut-être. Et pour éviter de se faire peur, ce serait mieux de ne pas rester trop dans le rouge. Nantes est 16e avec 5 points, autant que Le Havre et Angers qui sont 15 et 17e. Metz commence à être un petit peu à la ramasse avec 2 points. Pile, est-ce que Nantes va devoir gagner de la confiance aussi à travers les résultats? Ah bah ça c'est sûr. Je me suis pas penché encore, mais je vais le faire avant ce week-end sur les débuts de saison du FC Nantes, mais c'est un des plus mauvais. La semaine dernière, c'était le plus mauvais depuis 9 ans. D'un point de vue comptable. Ouais, donc un point de plus, ça avance pas. On doit être dans les clous, oui. Non, c'est pas assez de points, effectivement. Et contre Brest, je pense que ça va être deux oppositions assez semblables, je trouve. Donc on va voir qui va prendre le pas. C'est jamais facile d'aller jouer là-bas. Mais effectivement, il faut vite prendre des points. Après Christophe. Toulouse, Luis Castro disait qu'il ne regardait pas le classement. Il s'en foutait. En tout cas, la photographie instantanée. Il parle pas de l'arbitrage, mais il en parle quand même. Le classement de Ligue 1 ne l'intéressait pas et il disait qu'il savait que les débuts allaient être compliqués, enfin en tout cas que ça allait être le plus difficile pour ensuite lancer une dynamique vertueuse. Jean-Marcel. Ouais, moi non plus, je regarde pas le classement, à part celui de l'OM, qui est bien positionné. Mais pour d'autres raisons. Je coupe le micro, c'est bon, ça va, ça suffit. Non, laissez-moi terminer. Personne n'en parle, mais on est sur une bonne série, sur une bonne séquence. Ouais. Et non, je regarde pas le classement. Moi, alors, tous les matchs sont révélateurs, mais en tous les cas, je trouve que c'est un bon test Brest pour d'autres raisons, notamment pour confirmer un peu ce qu'on disait sur le caractère nantais. Ça fait 3 ans que Nantes n'a pas battu Brest. Ouais. Ça fait 3 ans où aussi à chaque fois qu'ils vont à Brest, ils ont une bonne séquence et ça sombre dès le premier couac venu, ça se délite de partout. Je trouve que c'est le terrain idéal en tous les cas pour aller confirmer d'éventuels progrès. Ce qu'on a constaté quand même, ces progrès. Les ajustements, les tests qu'il est en train de faire, là, on pourrait imaginer que Leroux s'installe à gauche, que Guirassy soit titulaire. Enfin voilà, sur ce qu'on a vu à Toulouse. Il va falloir de la stabilité. Il ajuste après. Oui, mais alors les stabilités, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il va perdre peut-être Johan Le Pelan là, sur ce match-là, en tous les cas, au milieu. Il n'a pas Francisco Klein. Enfin, il est aussi en... Après, Le Pelan, si c'est un coup... Ça peut passer, oui. Ça peut passer. Enfin, quand on suspecte une fracture, c'est quand même que ça doit être un coup bien douloureux pour le garçon. Mais c'est la bonne nouvelle de ces dernières heures. C'était l'entraîneur qui faisait le moins de changements dans son 11 de départ depuis le début de saison avec celui de Toulouse. Qu'il a affronté du coup. Là, il y a eu plus de changements et pourtant, ils n'ont pas plongé non plus, donc c'est plutôt bon signe. C'est une équipe qui est assez homogène, je pense, en termes de niveau. Alors, je ne dis pas que le niveau est très élevé, mais en tout cas, la concurrence peut faire en sorte que ça puisse servir ce FC Nantes. Pour l'instant, tu as l'impression que tu vas lutter avec 4-5 équipes pour le bas du tableau. Non, je trouve très pessimiste. Tu vas jouer l'Europe, comme Mohamed, toi. Vous allez être que 2 par contre. Tu es le Mohamed de Ouest France. Jean-Marcel, il faut quand même dire quelque chose. Rennes, qui est 8e du championnat, n'a que 4 points d'avance sur toi. Et le 9e Brest a 7 points. Donc c'est vrai qu'il y a un gros paquet d'équipes pour lesquelles tout peut encore se jouer. Ouais, je ne suis pas sûr que Rennes a plus de certitude et que l'ambiance soit meilleure aujourd'hui à Rennes. Non, mais le potentiel est incomparable. Justement, mais regarde le potentiel quand tu vois ce qu'ils en font. Oui, mais bon. C'est un championnat qui est difficilement lisible. Il est où, Rennes Brest, Où est-ce qu'il est Rennes aujourd'hui? Il est devant avec 9 points. Non, mais Brest a très mal commencé. 3 défaites et là, avec 2 victoires. Avec 2 victoires, ils se retrouvent 9e. Ouais. Donc ça montre que tout est possible. Toulouse, pareil, ils étaient 9e alors que
ils ont eu 3 défaites d'affilée. Donc, Mais on a bien raison avec Luis Castro de ne pas être trop focus sur ce classement, mais on sait qu'au-dessus, ça peut paniquer chez l'Equita en novembre, décembre. Ouais, non, voilà. mais c'est un match qui est pas anodin parce qu'en plus il y a la trêve internationale qui arrive. Mais ceci dit, il a raison, Luis Castro, de regarder davantage la dynamique et les progrès de son équipe plutôt de se focaliser sur le classement. Sinon, il commence à faire ce qu'ont fait certains. Il bétonne, il met le bus derrière et puis voilà, et puis on n'en parle plus. Non, bien sûr, il est cohérent. Et lui, il faut qu'il continue. Bah oui, et heureusement qu'il y croit. Si lui, il croit plus, il n'y a plus personne. On rappelle que ça avait mal commencé avec Dunkerque au début. Oui. Ensuite, la dynamique, les 10 premières journées. Je trouve pas non plus que le démarrage comptable, il est peut-être pas à la hauteur, mais en même temps, quand on regarde le match tournant, c'est peut-être un peu celui de Toulouse. Je pense que s'il y avait eu 2 points de plus, pour le coup, ça serait. Oui, mais tu ne les méritais pas forcément, les 2 points de plus. On en a débattu, Jean-Marcel. Non, mais toi, c'est vraiment le verre à moitié plein toutes les semaines. Pour toi, la question de Pile, à l'instant, est bonne. Est-ce qu'il y a des progrès ? C'est toute la question. On en voit. Moi, j'en vois quand même. T'as des équipes le week-end dernier qui ont à peu près fait le même match que le FC Nantes et qui sont repartis avec des points. Qui, par exemple ? Qui n'ont pas été aussi consistants. Celle qui a joué le vendredi soir, par exemple, à Strasbourg, elle n'a pas fait un grand match, mais elle est repartie par contre, les moments clés, elle a su les avoir. Oui, t'as du matos à Marseille. Oui, c'est pas qu'une question de matos. Là, pour le coup, c'est la gestion des temps forts. On va pas refaire le débat, mais c'est la gestion aussi des temps forts que tu as et des temps faibles, en tous les cas, où Nantes doit progresser dans le contrôle du match. Et c'est là peut-être que tu manques de quelqu'un un peu expérimenté. Ouais. Et on voit bien que dès qu'il y a quelqu'un comme Junior Mwanga qui arrive, tout de suite, il apporte quelque chose qui est juste une autre dimension. Ce qu'on disait depuis le début de la saison, c'est-à-dire que le projet, il est intéressant, le projet de jeu de Castro, mais est-ce que vous avez les hommes à chaque poste pour remplir la mission ? Pas sûr. Il est en train de chercher. Et on se rend compte que c'est le cas. Il y a des trous à certains postes. Ça va être le révélateur d'ailleurs de ce match à Le Blé, ce FC Nantes, avec un peu moins de trous d'air, un peu plus de régularité et peut-être une compo qui s'affine parce qu'il faut qu'il la stabilise. On est d'accord, on débriefera ça mardi prochain. Merci beaucoup Pierre-Yves d'avoir passé cette heure avec nous. C'était un enchantement. Salut Christophe. Salut Jean-Marcel. Salut Simon, à la prochaine. À bientôt, salut. Sans contrôle, un podcast proposé par les rédactions d'It West, Presse Océan et Ouest France à retrouver sur toutes les plateformes. Allez.